Françoise Josselin est docteure en médecine, neuropsychiatre des hôpitaux, psychanalyste. Elle est membre fondateur de l'école des forums du champ lacanien et membre fondateur aussi de l'association des centres d'accueil psychanalytique du champ lacanien. Vendredi 16 janvier 2026, Françoise Josselin était à la librairie Ombre Blanche en dialogue avec Michel Bousséroux, psychiatre et psychanalyste toulousain, autour de son livre « L'énigme de l'autisme à la lumière de l'enseignement de Lacan », paru aux éditions Nouvelles du champ lacanien. Bon, eh bien, bienvenue vous tous d'être venus ce soir pour la présentation de ce livre de Françoise Josselin, que je suis très heureux d'accueillir ici. Donc, je vais faire une petite présentation de son travail, de son livre. Après, nous prendrons le temps d'échanger avec vous, si vous le voulez bien, sur votre lecture ou sur simplement vos questions qui vous viennent à l'esprit. Alors, j'ai préparé un petit texte. Donc, c'est un réel plaisir pour moi, une joie de dialoguer ici à Toulouse avec toi, Françoise Josselin, qui est psychanalyste, pour ceux qui ne le savent pas, membre de l'école, de notre école de psychanalyse des forums du champ lacanien, et qui est neuropsychiatre des hôpitaux, qui a exercé pendant de longues années les fonctions de chef de service à Paris et ailleurs, de 1979 jusqu'à 2005. À propos donc de son livre, qui vient de paraître il y a quelques mois, l'énigme de l'autisme à la lumière de l'enseignement de Lacan. Titre qui d'emblée donc nous indique bien l'orientation clinique et théorique de son traitement de l'énigme. Il s'agit de traiter une énigme. Une énigme, ça se traite. Oedipe nous l'a appris. Sophocle nous l'a appris. Il y a dans l'autisme, on peut dire, une devinette. C'est ça, une énigme, c'est une devinette qui peut être complètement bête. Et une devinette qui est à résoudre. Donc, il s'agira ici, dans ce livre, dans ce que nous allons essayer de nous dire, de trouver quelques voies de cette résolution. Cela va nous changer, je crois, quand même, avant tout, du discours dominant sur l'autisme. Puisqu'il y a un... Bonsoir, Sidi. Attends, approche-toi. Est-ce qu'il y a un fauteuil par là ? Tu peux t'asseoir peut-être là. Attends, on peut enlever ça. Puisque donc il y a un discours dominant qui est celui des neurosciences et on peut dire de la neuromania ambiante dans notre espace culturel, selon lequel l'autisme est un handicap. Un handicap. Que le DSM, ce qu'on appelle le DSM aujourd'hui 5, inscrit dans ce qu'on appelle maintenant le TND. Le TND, c'est quoi ? C'est les troubles du neurodéveloppement. Ça, c'est devenu vraiment le signifiant du discours dominant. Nous sommes sous les effets de ce signifiant. Nos enfants, en particulier, sont sous les effets de ce signifiant maître. Les troubles du neurodéveloppement, ça englobe beaucoup de choses, mais en particulier l'autisme. Ce qu'on appelle le spectre autistique.
aujourd'hui, parce qu'on ne parle pas d'autisme, on parle de spectre. C'est un champ, un espace vraiment nébuleux. Enfin, pas si nébuleux que ça pour les neuroscientifiques. Le docteur Donald Trump, pour ne parler que de lui, un expert en autisme, a déclaré, c'était le 22 septembre 2025, il n'y a pas longtemps, que le risque de l'autisme est très accru, dit-il, ce sont les mots qu'il emploie, par la prise de Doliprane. Pendant la grossesse, bien sûr. Doliprane qui ne s'appelle pas Doliprane aux États-Unis, mais enfin, le Doliprane qui est une invention quand même de la pharmacologie française. Donc voilà où on en est. D'où l'épidémie d'autisme. Il y a une épidémie d'autisme dans notre monde qui, selon la haute autorité de santé, qui n'est pas rien, toucherait 1% de la population mondiale, comme la schizophrénie. 1%, c'est-à-dire 8000 naissances par an en France. 8000 nouveaux autistes naissent chaque année en France. C'est quand même un problème. Ce n'est donc plus une énigme, c'est un fléau. Un fléau à détecter, bien sûr. À dépister, comme on dit, dans le langage médical. Effet donc de quoi? Du discours néolibéral. Capitaliste, on dit aussi. C'est ce que démontre un neurobiologiste qui a écrit un très intéressant livre, un livre à lire, qui s'appelle François Gonon, qui a écrit un livre qui s'appelle Neurosciences, un discours néolibéral. Il faut lire ce livre. Il est d'autant plus urgent, donc, d'autant plus urgent pour en sortir de ce discours-là, de lire le livre de Françoise Josselin. Mais aborder psychanalytiquement, l'autisme, c'est aussi sortir des clichés psychologiques de la mère frigidaire, du père hyperrigide, soi-disant des autistes. Dans la psychanalyse, il vaut mieux ne pas en être là. L'abord psychanalytique de l'autisme, voyez-vous, ne va absolument pas de soi. Pas du tout. Comment aborder un enfant autiste qui ne parle pas, qui ne regarde pas, si ce n'est à notre insu, et qui refuse le contact. En même temps qu'il est dans ce qu'on appelle une identification adhésive. Et pour qui la médiation de la parole et de l'objet ne marche pas. Alors, comment psychanalytiquement peut-on arriver à aborder un autiste? Véritable question. Ton livre, je pense, apporte des jalons de réponse. L'autisme, donc, est une énigme qui fait donc quoi? Trou dans le savoir de la psychanalyse. Une énigme, ça interroge. C'est fait pour ça, et ça exige même une réponse. Confère la sphinge. Une réponse qui puisse éclairer. Une solution, donc, qui puisse dissiper l'opacité de la question qu'elle pose. Françoise Josselin éclaire, je pense, l'énigme clinique et théorique de l'autisme, à la lumière, dit-elle, dit son titre, de l'enseignement de Jacques Lacan. Pas que, Françoise. À la lumière aussi de ton expérience clinique de la psychanalyse, de psychanalyste et de
médecin, neuropsychiatre hospitalier. Et puis aussi à la lumière de l'enseignement dont tu estimes être l'élève de Robert et de Rosine Lefort. Alors, il faut bien dire que un psychanalyste qui reçoit un autiste, je le dis, est quand même sacrément démuni. Plus que ça, il perd la boussole. Je veux dire, ça ne fait pas que défriser, hein, ça fait perdre vraiment le nord, parce que le nord c'est le sud, et que on ne sait plus sur quel pied danser. Alors là, il n'est plus question de divan, il n'est plus question de fauteuil du psychanalyste, il n'est même plus question de bureau, hein, il est question d'autre chose. Il est question d'aller dans le couloir, par exemple, de courir dans le couloir. Il est question de dégringoler les escaliers, hein, les escaliers du signifiant. Il est question de faire ce qu'on ne fait pas d'habitude quand on est psychanalyste. Donc ça demande vraiment de se déboutonner, et même plus que ça. Hein. Alors ça, tu démontres que tu l'as fait avec certains de tes patients. Nous y reviendrons. Mais comment y faire avec un sujet comme ça, un sujet pour lequel il n'y a pas de cadre, justement? Pour qui la parole est terrorisante. Absolument. Pour qui la parole est un danger énorme, terrible. Un sujet pour qui il n'y a pas de bord. C'est ça le problème de l'autisme, il n'y a pas de bord. C'est-à-dire qu'on est confronté à quelqu'un qui est... Il y a un trou sans bord. Ça c'est pas facile à aborder, justement. On peut dire qu'il y a eu une malédiction de l'autisme, tu le dis, tu fais bien de le rappeler, du fait de sa nomination. Tu parles bien sûr de l'autisme à haut fonctionnement, à haut niveau intellectuel, celui qu'on a appelé l'autisme de Asperger. Asperger, c'est un nom allemand, c'est un nom de quelqu'un qui a été un nazi. On l'a découvert, on l'a su tardivement, il n'y a pas très longtemps. Il y a eu un livre là-dessus, tu en parles, tu le mets à plat, que vraiment, il y a eu des accointances dans cette isolation du diagnostic de l'autisme de haut niveau, avec, bien sinistre donc, extrêmement sinistre, avec l'idéologie nazie. Le terme d'autisme, bien entendu, vient aussi de Bleuler, d'Eugène Bleuler, c'est celui qui a identifié les schizophrénies, le diagnostic de schizophrénie dans lequel il y a une forme d'autisme, qui n'est pas l'autisme de l'autisme. Donc, bien sûr, il n'y a pas à confondre l'autisme avec la schizophrénie, ni avec la paranoïa. C'est ça, quand même, que j'examine, tout en te référant à l'une et à l'autre, à la paranoïa, puisqu'elle est au fondement, au noyau de notre approche psychanalytique de la psychose avec le cas freudien du président Schreber. Et tu ne manques pas de revenir sur cette question de l'autisme schreberien, de la jouissance autistique de Schreber. Hein? Tiens, voilà. Tu parles de ça aussi en revenant donc au noyau freudien de l'autisme et aussi au noyau lacanien de l'autisme, qui est quoi? Qui est le rapport de Lacan à Clérambault. C'est la question, par sa formation de psychiatre, Lacan a été vraiment au plus près de la théorie et de la clinique de Clérambault, parce qu'il a été son interne, son élève.
donc la question même de l'automatisme mental, ce qu'on appelle l'automatisme mental, c'est la question, tu le montres très bien, de l'autisme. De l'autisme en tant que, on peut l'approcher par la question de ce qui se passe dans la pensée. Alors, bien sûr, ça renvoie aussi, tu as pris des références dans les cas des sœurs Papin dont tu parles, qui est très intéressant, dans le cas Aimé, le cas de Lacan, et puis l'objet A, ce cher objet A inventé par Lacan, dont tu fais quand même beaucoup référence et auquel il faut se référer quand on s'intéresse aux enfants, et spécialement aux enfants psychotiques et encore plus autistes. Alors, tu as fait référence à un cas clinique typique de l'autisme, qui est un cas de la littérature, que je trouve fort intéressant, qui est le cas de Giraudoux, dont il a fait une pièce de théâtre, le cas de Ondine, qui vient d'un roman de la Motte Fouquet, mais qui est un cas formidable au point de vue de la clinique, justement. Et je trouve extrêmement intéressant la façon dont tu reprends cette histoire d'Ondine, de fille de nymphe qui est née au fond des océans, dans le palais de cristal, au fond des mers, et qui donne un baiser mortel au chevalier, dans le fameux roman du baron de la Motte Fouquet. Alors, c'est le nom que toi aussi tu donnes, Françoise, à une de tes analysantes. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Oui, il y avait tout ce qu'il fallait, comme tu le dis. Elle aussi, elle était enfermée, véritablement dans un palais de cristal, enfermée dans la jouissance des grands fonds, parce qu'elle avait basculé dans l'horreur depuis le suicide de son frère. Il faut le lire dans le livre. Depuis ce suicide qu'elle avait fait venir à l'analyse pour y trouver justement la signification de cette mort tragique. Les grands fonds de l'autisme, on peut parler quand même, l'autiste, c'est quelqu'un qui vit dans les grands fonds. Il n'est pas en surface. Dans les grands fonds qui ne sont pas du tout ceux du ventre de la mer, comme trop de psychanalystes se le racontent, ou encore plus de psychologues, mais qui vit dans quoi? Dans la langue maternelle. Et là, c'est une autre sorte de fond beaucoup plus sombre et beaucoup plus inaccessible. La langue maternelle, c'est ce qui fragmente la jouissance du corps. Tu l'expliques. Et c'est là que la parole vient à manquer. C'est de là que le rapport à la parole, comme tu l'expliques bien, devient meurtrier, devient extrêmement périlleux et hyper dangereux pour un autiste. Tu convoques aussi le cas de Salvador Dali, un cas extraordinaire du point de vue de l'approche de l'autisme tel que tu le fais. Salvador Dali, qui est un véritable génie, par excellence de l'énigme. Lui, alors pour ce qui est de l'énigme, c'était vraiment le génie des génies. Il a incarné par son art, dans sa recherche, ce que appelle la structure absolue. Enfin, il faut le dire, ça. La structure absolue. Des choses. Oui, tout à fait. Signifiant. Non, signifiant. On peut s'amuser avec. Structure sur laquelle Dali est d'une lucidité absolument sidérante. Là aussi, il faut revenir à ce qu'a écrit Dali, c'est quand même phénoménal. D'où la question qui traverse ton livre, Françoise. Y a-t-il une structure de l'autisme? Y a-t-il une structure
qui le distingue, l'autisme, des 3 structures classiques freudiennes que sont la névrose, la psychose et la perversion. Eh bien, oui, il y a une 4e structure. En tout cas, c'est la thèse que tu reprends à ton compte pour part de Robert et de Rosine Lefort, dans le dernier livre qu'ils ont écrit, qui est la distinction de l'autisme. Distinction, ça veut dire distinguer structurellement l'autisme des autres structures. C'est aussi la dignité de l'autiste, la distinction de l'autiste. Il y a un côté être distingué. Être distingué, c'est ça. C'est ça Parce que par le vrai. La question de la singularité, autrement dit. On sait que les Lefort, enfin, ce couple qui a quand même marqué beaucoup l'histoire de la psychanalyse lacanienne, dans les années 70, 80, 90, les Lefort ont répondu positivement à cette question en apportant des éléments extrêmement cliniques et théoriques qui leur ont permis, il faut lire leur livre, il faut lire absolument ce livre qui est tombé dans les oubliettes quand même. C'est pour ça que Je le rappelle quand même, c'est un livre qui a été très très mal reçu, qui a été vivement décrié, critiqué, descendu par beaucoup de nos collègues lacaniens, je ne parle pas des autres, bien entendu, mais qui a été extrêmement méprisé par certains. Pourquoi ? Parce qu'ils considéraient qu'ils allaient trop loin. Ils allaient trop loin à mettre dans le sac de l'autisme des grandes figures comme tu en parles, comme par exemple Edgar Poe, comme Pascal, Blaise Pascal. Enfin, je passe sur la liste, mais je te passe. Oui, ce livre, donc, a été extrêmement critiqué et je pense que c'était très proche de Jacques-Alain Miller. Ils sont restés proches de Miller, ils n'ont pas quitté Miller lorsque nous avons quitté l'école de la cause freudienne. Je le regrette d'ailleurs, mais ils sont restés fidèles à Miller, mais fidèles à Lacan. Avant tout à Lacan, c'est absolument certain, mais ils n'ont pas eu, disons, succès qu'on aurait pu attendre de leurs travaux sur le plan de la théorie et de la clinique. Alors, Rosine, on le sait, ça a été une analysante de Lacan, tu le dis, elle en a témoigné de façon extraordinaire dans l'âne. Elle a expliqué comment elle avait été voir Lacan dans un état de détresse absolue, alors qu'elle était au bord de l'effondrement. Comment Lacan l'a attrapé là. Il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Il ne l'a jamais lâché. Comment il l'a prise en analyse dans des conditions, je dirais, acrobatiques. Il faut être voltigeur pour travailler avec Rosine Lefort, comme avec un autisme d'ailleurs. Et elle avait un nom de saint homme qui était Feu Follet, dont tu nous parles très bien et dont elle témoigne. Lacan l'avait appelé Feu Follet un jour, à la fin d'une séance, et c'était vraiment une nomination, oui. Elle était vraiment un Feu Follet, Rosine, et donc les Lefort, parce que c'est pas l'un, c'est les deux qui travaillaient ensemble, ils pensaient ensemble, ils écrivaient ensemble, tous les deux. Ils ont exposé des cas d'autisme, non seulement d'enfants, l'enfant qu'elle a suivi à l'époque où elle était en analyse, mais d'adultes, dont il parle ensuite à travers ce livre, La distinction de l'autisme.
parlant de Marcel Proust, par exemple, je reparle Dostoïevski. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'autisme? C'est la thèse que tu expliques vraiment de Fort, c'est que l'autre, le grand autre, de Lacan, l'autre, comme lieu même du signifiant, de la parole et de l'objet, eh bien, n'existe pas pour l'autisme. N'existe pas, bien qu'il y ait la présence réelle d'un corps qui fait de cet autre notre absolu. Absolu, pas du tout barré, pas troué, de sorte qu'ils disent, il dit Robert, que la formule de S de grand tabaret de Lacan, le fait qu'il y a un manque dans l'autre, eh ben, n'existe pas. La formule de l'autisme, c'est S barré de grand A. C'est-à-dire, c'est le sujet barré de l'autre absolu. Et qu'il y a donc aussi, de ce fait même, pas de stade du miroir, pas de spéculaire, qu'il n'y a pas de division du sujet, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu l'expliques, diverses reprises, le règne du double. Tu insistes beaucoup, je trouve, c'est ça. Hein? Du double réel, tu vas y revenir, j'espère, du double réel qui est lié à cette imminence d'une jouissance, quand même, rencontrée dans tous les petits autres, quoi. Dans tous les semblables que l'on rencontre, si on peut dire semblable. Est-ce qu'il n'y a pas de semblable? Donc, voilà, il y a un paradoxe total du sujet qui est pris par l'horreur de la parole. L'horreur d'une parole qui fait réel, faute de faire langage. Hein, c'est quand même ça. Tu as ces formules, hein, je trouve. Faute de faire langage, il y a une horreur de la parole qui fait réel. Alors, dans la psychose, on le sait, il y a la jouissance de grand autre. Hein. C'est l'autre qui jouit, confère la jouissance du dieu de Schreber. Hein. Dans la schizophrénie, qu'est-ce que c'est? C'est le corps qui jouit, hein, c'est le corps qui, par ses organes, est lieu de jouissance. Bon, là, dans l'autisme, c'est autre chose. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de représentation. Il ne reste plus en jeu, quoi, que la pulsion de mort, hein, au fond. Il n'y a plus que ça. La destruction, c'est la langue qui est destructive. La langue. Alors, François, tu apportes donc là une pensée doctrinale, je trouve fondamentale, nouvelle, qui nous réveille. On s'est beaucoup endormi, je trouve, nous, psychanalystes, par rapport à cette question depuis pas mal d'années, hein, et qu'il s'agit de la dernière partie de ton livre, qui est le traitement de la jouissance. Parce que tout ça, c'est une affaire de traitement de la jouissance. Hein, comment arriver à traiter cette jouissance qui n'est qu'une jouissance de l'un. Hein, c'est de l'un qui jouit, sans l'autre, sans le sujet, hein, de l'un tout seul, qui ne fait aucun lien, et dont tu nous dis que ça fait retour, bien sûr, autrement dans la paranoïa, bien sûr, et dans la schizophrénie. Et pour l'autiste, ça fait retour dans les objets. Enfin, dans certains objets, qu'on appelle l'objet autistique. L'objet de l'autiste, qui est quoi? C'est pas l'objet transitionnel, bien entendu, c'est ce que certains psychanalystes ont appelé l'objet de l'adhésion, un objet adhésif, une sorte de sparadrap, quoi, du capitaine Haddock, mais qui a des effets pas du tout de bande dessinée. C'est pas un objet signifiant. Hein? C'est pas un objet signifiant. Non, c'est un objet condensateur de jouissance. Lacan a pu le dire à cette époque-là, où il était venu parler des enfants avec Maud Manoni, c'est un objet qui condense la jouissance comme un aimant. Hein, comme un aimant. Alors, à cet égard, le cas que tu rapportes de Monsieur Nemo, j'espère que tu vas nous dire encore un petit peu, nous en parler de ce fameux Monsieur Nemo, tu le nommes ainsi, Monsieur Nemo, Monsieur Personne,
qui était venu pour réaliser son potentiel, comme il t'avait dit, hein, en entrant en analyse avec toi. Il se disait condamné à l'impuissance à écrire, et il en était venu à bout en allant jusqu'à ce qu'il avait appelé la conquête de l'ordinaire. Alors ça, je trouve ça magnifique, c'est fabuleux. Il ne s'agit pas de conquérir l'extraordinaire, mais l'ordinaire. C'est merveilleux, ça. Il avait mis à jour quoi? Ces pulsions matricides. Hein, matricides. Donc, on n'est plus dans l'histoire d'Oedipe. On n'est plus dans la question du patricide, de tuer le père. On est du côté du meurtre de la mère. Hein, voilà, l'Orestie. L'Orestie, c'est ça. C'est ce que Lacan a éclairé. Que Lacan a absolument éclairé. Comme tu le dis très bien. Donc, tout ça, ça touche au traumatisme de la langue, hein, comme tu le dis dans la troisième partie de ton livre, et c'est là que tu nous apportes quand même beaucoup de nouveau. Alors voilà, je t'invite à maintenant prendre la parole, et puis après... Vous voyez, ça peut paraître très dense, hein, tout ça. Mais bon, je vais peut-être vous parler de Monsieur Nemo, pour commencer, parce que c'est un patient qui est venu me voir à 56 ans, professeur d'économie et de gestion au lycée, parlant 7 langues, ayant 7 CAPES, dont il ne faisait rien. Rien. Il allait l'été dans un pays étranger dont il parlait la langue, il s'asseyait au café, il lisait le journal dans la langue, mais ce n'était pas pour échanger avec les gens du pays. Il allait même dans l'université, je me souviens, en Espagne, donc avec des jeunes, mais il ne s'en servait pas. Et alors, il vient me voir, il me demande, on commence par une séance, évidemment, puis il me demande 2, puis 3, il a fallu que j'arrête là. Et il commence à me dire, comme tu l'as très bien retenu, que parce que moi je lui ai demandé pourquoi il venait me voir, parce que c'est un monsieur toujours ponctuel, toujours aimable, toujours souriant. Je ne voyais vraiment pas pourquoi il venait me voir. Alors je lui ai demandé, il m'a dit oui, je sais, j'ai un potentiel et je ne peux pas m'en servir. Depuis l'enfance, à l'école, il me dit, pour les autres, mes camarades, j'étais un con. Hein, voilà. C'était sa position. Alors, avec des problèmes d'orthographe énormes, peut-être, mais tout ça pour arriver à dire que, à un moment donné, pour l'importance de la nomination, parce qu'il m'a dit, mais Madame Josselin, qu'est-ce que je suis? Alors, moi, je me garde de dire quoi que ce soit. Et il me dit, je ne suis pas, aucune notion de psy, hein. Je ne suis pas paranoïaque. Alors, je dis, ah non, je ne crois pas. Puis il insiste d'une séance à l'autre, et il me dit, je ne suis pas schizophrène. Alors je dis, oh, non, je ne pense pas. Mais alors qu'est-ce que je suis? Alors là, j'ai beaucoup réfléchi. Hein. Et je lui ai dit, écoutez, je fais beaucoup de travaux sur l'autisme, je ne vais pas dire diagnostic, je m'en suis bien gardé. Je lui ai dit, est-ce que ce nom vous conviendrait? Vous savez ce qu'il me répond? Je me le suis déjà demandé. Ils ont un savoir, les autistes. À la différence, le schizophrène, il est tellement dissocié dans son corps, dans le machin, et le paranoïaque, c'est l'autre qui est responsable de tout. Donc, voilà. Lui, l'autiste, il a une lucidité, que j'ai nommée dans le livre « Hors de l'ordinaire », qui lui permet d'être génial dans certains domaines, hein, c'est important. Et alors, il a inventé, lui, son affaire. Il m'apportait, d'une séance à l'autre, il m'apportait sous forme de lettres, cher docteur, parce qu'on me l'a envoyé comme on l'a adressé à moi comme docteur, cher docteur, et il me disait tout ce qu'il avait entendu et retenu de la séance précédente. Je peux vous dire qu'un névrosé, il ne peut pas. Un névrosé, il a oublié ce qu'a dit son analyste, il a oublié ce qu'il a dit, et puis bon, lui, c'était d'une logique incroyable. Alors, il continue. Et il me dit un jour, mais vous ne pensez pas ce que je trouve ici, avec ma psychanalyse, ça pourrait intéresser d'autres comme moi, d'autres autistes. Alors, je devrais publier mes lettres. Alors, je lui dis, moi, je dis, pourquoi pas, hein, allez-y.
Et alors, il en fait un livre. Enfin, il en fait un livre. Et puis, je connaissais Jean-Bertrand Pontalis. Donc, je lui ai dit, ben, si vous voulez, je vais, parce qu'il voulait publier. Alors, je lui ai donné un petit coup de main. Je lui ai dit, je vais aller en parler, si vous voulez bien, chez Gallimard. Je vais voir Pontalis. J'envoie un mot à Pontalis. Je lui envoie une sorte de préface qui a alerté, parce que Pontalis est un psychanalyste qui s'occupait de la rubrique psychanalyse chez Gallimard. Donc, il me reçoit avec le livre. Pontalis, il avait, je ne sais pas quel âge, il fallait grimper un petit escalier chez Gallimard, enfin bref, mais un type très sympa. Marc Lazare, Alors, auteur laisse le de livre. Pour l'amour du Ça lui est peuple, tombé des Histoire mains. du populisme en Ah oui. France, Il a dit, 19e, 21e siècle, aux Il venait éditions de publier Gallimard, un livre lors de sur sa venue à des la parents librairie d'autisme, Ombre il en Blanche, avait un mercredi ras-le-bol, 21 Il janvier voulait vraiment rien 2026. Donc il m'a dit, non, je suis désolé, puis il y a beaucoup, c'est vrai, il y avait beaucoup de répétitions, de redondances, etc. Donc je reviens avec le livre, et je dis à mon patient, ben, écoutez, non, il y a trop de... Enfin, je lui dis, avec eux, on peut parler vrai, ça passe, très bien, au contraire. Hein, il ne s'est pas du tout affecté, parce que le problème de l'autiste, c'est qu'ils n'ont pas l'air affectés, hein, ils ne sont pas touchés par l'affect, puisqu'ils n'ont pas de représentation de corps, et la parole est hyper dangereuse. Alors, donc, bon, il prend le livre, il me dit, ben, je vais voir si je peux faire des coupures, etc. Puis il a laissé tomber le livre progressivement, ce qui était le but de l'affaire. Hein, pas qu'il publie, mais hein, qu'il laisse tomber quelque chose. Hein, et donc, ce patient s'est trouvé un lien social. Je finis là-dessus. Quand je dis Monsieur Nemo n'est plus, que j'ai appelé entre-temps Monsieur Nebo, avec le neuboroméen, parce qu'il s'est trouvé une articulation. Hein, il n'est plus Monsieur Personne parce qu'il fait de l'évangélisme dans la rue avec envoyé par sa paroisse. Donc il rencontre du monde. C'est un homme très aimable. Hein. Même dans ses classes, ses élèves se moquaient de lui parce qu'il avait quand même un air un peu particulier. Et surtout, il parlait tout haut. Au début, il soliloquait dans la salle d'attente. Et il m'a dit cette phrase remarquable, parce que bien sûr, il nous enseigne des choses formidables. Il m'a dit, je suis obligé de parler tout haut pour savoir ce que je pense. Et je suis obligé d'écrire pour savoir ce que je sais. Alors sa voix, c'était son double. L'impression qu'il m'a donnée, c'est qu'il parlait comme s'il parlait à quelqu'un, hein, d'autre, qui lui renvoyait sur lui-même, plutôt que c'est autistique, oui, c'est sur soi-même. Hein. Donc cette clinique, elle est très enseignante. Moi, en tout cas, la clinique des adultes, les enfants, c'est pas facile. D'ailleurs, vous verrez dans le livre, il y a la clinique de la petite Marie-Françoise, qui a suivi Rosine Lefort, qui était en début d'analyse à l'époque, hein, qui a fait un travail formidable. Il n'y a pas d'autre exemple d'une clinique de l'autisme que ce cas de Marie-Françoise. Ils ont écrit 4 livres. Il y a Naissance de l'autre, parce que l'autre, il n'est pas là d'emblée. Hein. Ça se crée, naissance de l'autre. Après, Les structures de la psychose, où elle parle d'un petit garçon paranoïaque, qui se trouve paranoïaque parce qu'il parle, il a un mot. Hein. Et dans Naissance de l'autre, il y a le cas d'une petite fille, Nadia, qui a 13 mois, et Marie-Françoise, qui en a 22, je crois. Quelque chose comme ça. Et c'est là où on voit que si on n'écoute pas, si on n'est pas formé pour, la clinique, ça ne veut rien dire. Hein. Là, elle fait bien la différence entre la petite Nadia qui avait 13 mois et tout ça dans une institution pour enfants abandonnés. Hein. La petite Nadia, 13 mois, se laissait mourir avec des gros problèmes somatiques. Elle avait été abandonnée à la naissance. Et la Marie-Françoise, elle avait été abandonnée à l'âge de 6 mois. Et bien, Nadia, elle n'était pas autistique. Rosine Lefort l'a fait sur son regard. Parce que comme elle allait, l'enfant l'a regardée. Alors que la petite Marie-Françoise l'a accueillie en lui donnant 5 paires de gifles avec une violence difficile à imaginer chez une petite fille de 22 mois. Hein. Ça a été commencé comme ça, la cure. Hein. Et vous allez voir l'éthique, la vigilance, etc. C'est formidable. Moi, je crois que je connais. Il n'y a pas d'autre exemple d'une clinique aussi bien suivie, articulée. Et la différence entre une observation des médecins, c'est ce que ça veut dire, une observation clinique où on observe et on note ce qu'on a observé, et ce que c'est qu'une direction de la cure.
Et ça, c'est ça que j'ai voulu aussi faire passer dans mon livre, hein, qui est, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, on voit bien que c'est le sujet, il ne se trompe pas sur qui les écoute, surtout les entend, hein, comme on peut. Hein. Parce qu'il ne faut pas se prendre pour des apprentis sorciers ni des magiciens. On les suit, par contre, on les suit vraiment. Hein. Comme tu disais, on les suit dans le couloir, etc. Quand j'étais chef de service, on a mis en place un gros secteur. Il y avait 45 chroniques dans ce secteur mis en place. C'est moi qui demandais à les... Parce que le directeur ne savait pas où les mettre, puisqu'il fallait créer un secteur qui n'avait jamais eu de prise en charge de psychiatrie adulte. Donc, il ne savait pas où les mettre. Je lui ai dit, écoutez, je les prends et puis on va essayer de les faire sortir. Puis, j'ai recruté des collègues psychanalystes. Ils ont suivi un par un. dont Jean-Jacques Bouquier, pour ceux qui l'ont connu. Hein. Il y avait une grande autiste, on n'a jamais entendu le son de sa voix, elle était obèse, elle avait une mère, 95 ans, qui tirait sur ses jupes parce qu'il y avait des messieurs dans le service, hein, qui la bourrait de sucreries alors qu'elle était diabétique, enfin tout était à l'envers. Donc on a quand même un petit peu la mère, doucement. Et Jean-Jacques s'est adressé à cette mademoiselle, qui était rentrée à l'âge de 16 ans et qui en avait 58, à l'hôpital psychiatrique, hein, de 16 à 58 ans. Hein. Voilà, c'était les chroniques que nous avions. Et alors, il se présente, je suis monsieur Bouquier, je suis psychanalyste, je ne savais pas du tout ce que c'était, et si vous voulez bien, nous pourrions parler ensemble. Alors, tenez-vous bien, ça pourrait sembler du miracle, mais ça n'en était pas. Elle s'est campée, les poings sur les hanches. Elle s'est mise à le fusiller du regard et elle lui dit « J'en ai rien à foutre ». Il a trouvé ça de très bon augure. Il a commencé à la suivre dans le couloir. Alors au début, mais le résultat, parce que c'est pas ça, il fallait faire sortir pour pouvoir accueillir les patients du secteur. Eh bien, on a pu lui proposer, c'était impensable au départ, lui proposer une maison de retraite. Elle a dit, parce qu'elle parlait, c'est bien parlé, elle savait parler en fait, c'est sûr, à deux conditions. Elle voulait bien aller dans cette maison, à deux conditions, c'est que son psychanalyste vienne la voir, que d'abord la maison soit près de l'hôpital et que son psychanalyste vienne la voir. Ce qu'il a fait, le temps qu'elle s'habitue là-bas, et puis après ils se sont séparés. Vous voyez, c'est des histoires qui sont magnifiques, comme la vie peut être magnifique quand on est dedans, enfin on la suit. Des exemples comme ça, j'en ai tant que vous voulez. Et tous ont répondu. Tous. Hein. Et on a pu faire sortir les 45 en 3 ans et demi. Et pas en les mettant à la porte, en trouvant une adresse. Non, ils sont revenus par la fenêtre. Bon. Parce que ce que les gens croient, c'est que les enfermer, c'est l'horreur. Mais pour ces sujets-là, c'est les faire sortir qui c'était l'horreur. Hein. Alors, il fallait doucement. Hein. Et aucun n'est revenu. Je veux dire, dans des autistes, je vais vous dire que c'était la clinique quotidienne de ces sujets. Hein, c'était certain. Voilà. Donc, naturellement, tu as effectivement souligné beaucoup de choses. Salvador Dali, il est étonnant, Salvador. Il a peu écrit alors qu'il a pas à profusion. Hein. Mais ce qu'il écrit, je vous assure, je vous le recommande, c'est de la clinique remarquable. Hein. Et en plus, son premier, c'est La vie secrète de Salvador Dali par Salvador Dali. Et quand j'ai parlé de Salvador Dali à Rome, je me souviens, hein, tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 Salvador Dali sur la couverture. Et en fait, il y a 3 Salvador Dali dans la famille Dali. Hein. Le père, Salvador, le frère mort, à 7 ans, et Salvador Dali, qui est le dernier. Hein. Et à qui on attendait qu'il soit un génie comme le frère aîné. Il a dit à 25 ans, j'ai su que j'étais un génie, mais j'en ai rien tiré de sublime. Ce qui veut bien dire que c'est pas forcément la mégalomanie paranoïaque. Hein, tu vois, j'en ai rien tiré de sublime. Et on voit bien que ce rapport, je crois que c'est ça qui est plus intéressant. Tout mon livre, c'est essayer de voir ce que Lacan nous a apporté du lien entre la psyché et le corps. Mais le corps, c'est pas le corps biologique, c'est pas le corps de la forme, de l'image, c'est la substance qu'il appelle la substance jouissante. Alors ça semble peut-être un peu hermétique, mais ça veut dire que ces sujets autistes
agnostiques, enfin voilà, ils n'ont pas de représentation de corps. Ils ont un corps, ils ne sont jamais malades. Hein. Et quand ils deviennent malades, ils se mettent à délirer, ce qui est peut-être un bon signe. Hein. Voilà. Donc, lutter aussi contre le diagnostic. D'ailleurs, l'idée m'était venue, ça avait beaucoup plu à l'époque. Je parle des dits agnostiques. C'est-à-dire tout ce qu'on dit sur l'autisme, le machin, etc., c'est agnostique. Hein, ça ne veut rien dire. Hein, voilà. Bon, donc c'est le lien, si vous voulez, dans mon livre, c'est de voir, en exemplarisant avec des cas cliniques, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir de corps? Ça ne semble pas évident, hein, voilà. Eh ben, on voit chez Dali à quel point le drame, il le dit très très bien, hein. Il s'habille avec des vêtements, y compris des vêtements brûlés. Alors on disait c'est son dandisme. Non, c'était une espèce de repérer, de rechercher quelque chose. Hein. Donc, et tout ça, et il dit que Gala, il dit c'est ma colonne vertébrale, Gala. Hein. Ma colonne vertébrale, mais il en parle dans le réel. Hein. Et le jour où elle est morte, il s'est enfermé dans son château de Pubol, c'est ça, oui, de Pubol, dans le sud de l'Espagne. Il s'est enfermé dans son château, il s'est revêtu. Il est mort cachectique, il ne mangeait plus, hein, revêtu des vêtements royaux que ses parents lui ont donnés à l'âge de 6 ans. C'est-à-dire la toge de velours rouge bordée d'hermine, hein, et la couronne d'or sertie de pierres précieuses. Ses parents, à l'âge de 6 ans, on peut dire l'enfant roi qu'on attendait, lui ont collé ce costume. Et il le portait jusqu'à se donner la couronne, jusqu'à se donner des maux de tête. Alors c'était le roi nu, hein. Il allait au fond du jardin, dans un baquet, tout nu, avec sa couronne d'or sur la tête. Hein. Alors là, on peut percevoir ce que c'est que le réel pour ces sujets-là. Le réel dont Lacan dit que ce n'est pas la réalité. Hein. C'est vraiment le réel sur lequel on se cogne. C'est indicible, on ne peut pas en parler. Enfin, voilà. On est tous confrontés à ce réel, mais nous, avec le fantasme, Et puis un autre point de mon livre, vraiment, en travaillant petit à petit, ça a aussi devenu un peu plus précis pour moi. Hein, l'écriture, c'est comme un corps. Hein. Et la topologie lacanienne, alors là, tout le monde s'est marré parce que pourquoi j'ai parlé de Clérambault? Parce que de Clérambault, tu l'as bien dit, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec de Clérambault. Sur quel point? Il disait c'est mon seul maître en psychiatrie, tout le monde a repris ça, mais il y a eu aussi une rencontre sur la place de ce que veut dire le vêtement, dont Lacan s'est servi. Hein, c'est la langue de Clérambault, on avait une notion. Hein, il a dit ça, vous verrez, je l'ai beaucoup travaillé, développé, et au point que parallèlement, de Clérambault poursuivait ses études sur le délire, les délires surtout passionnels, et en même temps faisait des cours sur le drapé des costumes du pourtour méditerranéen, les grands de Djellaba, voilà. Et il connaissait tout sur les points de couture. L'ourlet à fente, le feston, le machin. On le traitait même de vieille couturière maniaque, hein, parce qu'il savait tout. Donc il faisait des cours assez frais aux Beaux-Arts sur le drapé des femmes sur le pourtour méditerranéen. Et il était énigmatique, ce de Clérambault. Je le déplie sur plusieurs points. Hein, et il s'est suicidé en se tirant une balle. Quand son corps, lui qui était un athlète accompli, quand son corps a commencé à se dégrader, ça lui a été insupportable. Hein. Donc, voilà. C'est pour vous dire que tout ça, vous allez voir, ça illustre, ça essaie d'exemplariser. Et la topologie lacanienne, ça a l'air, effectivement, tout le monde dit, oulala, c'est très compliqué. Hein, mais quand on a été éduqué comme bonne épouse à l'époque de mon enfance, c'est-à-dire on nous apprenait à coudre, à tricoter, à broder, à faire du macramé, à faire des abécédaires, tout ça, machin, voilà. Eh ben, c'est quoi? C'est dessus-dessous. Ça m'est apparu comme une lumière à la fin de moi, quand j'arrive à la fin de mon livre. Et là, toutes ces métaphores, c'est des métaphores du tissu, du fil, de la maille. Hein,
c'est nœud et tresse, parce que c'est les deux points de topologie lacanienne. C'est comment arriver à imaginariser, dit le réel. Pas l'imaginer, l'imaginariser. Et donc, une cure analytique, eh ben, c'est comme du tricot, c'est machin, c'est dessus, dessous, avec des coupures. Hein. Donc, j'ai un chapitre sur l'opérateur analytique. Hein. L'analyse, c'est quoi? C'est un tisserand, c'est un chirurgien, c'est un rhéteur, d'accord, il est tout ça. En tout cas, c'est un tisserand et un couturier. Il dit ça comme ça. Hein. Donc, c'est pour essayer, parce qu'il dit, à l'inverse de Freud, Freud est parti de inhibition, symptôme, angoisse. D'accord, il a pris ça à l'envers. Il est parti de l'angoisse, il a traversé le symptôme, il a abouti sur l'inhibition. Il a dit, c'est ce qui est le plus fréquent et le plus difficile à résoudre dans une analyse. Parce que l'inhibition, ça a à faire avec l'imaginaire et le réel. Alors que le premier enseignement de Lacan, c'est surtout d'essayer d'articuler symbolique et imaginaire. Mais le réel, ça a été vraiment la boussole de Lacan, hein, pour essayer de nous en dire quelque chose. Enfin voilà, j'espère que je ne vais pas trop saouler. Mais c'est vrai, je crois que ce que tu as très bien retenu, c'est que la parole, elle est dévorante chez un autiste. Hein. Et Rosine me disait, parce que j'ai eu la chance, moi, de travailler avec les Lefort pendant 25 ans, en contrôle, et j'ai suivi tous leurs séminaires, etc. Et Rosine me parlait d'une petite fille qu'elle a eue en analyse, et qui n'acceptait de manger, sa mère lui donnait à manger, que s'il y avait le chat. Parce que la mère était distraite par le chat et ne la dévorait pas des yeux, en fait. Quelque chose comme ça. Et du coup, il y a des anorexies qu'on peut tout à fait entendre de ce côté-là. L'anorexie, où il y a une structure psychotique sous-jacente. Hein. Voilà. La boulimie, eh ben, c'est quand l'autre n'y est pas. Le sujet est rempli à vide. Hein. Voilà. Donc, il ne suffit pas de les mettre au régime. Hein. Hein. Voilà. Bon, j'ai certainement un tas de choses qui sont... Merci Françoise. Mais tu fais bien de rappeler tout ça sur les travaux de Rosine, qui quand même sont de l'ordre de l'exceptionnel. Je ne connais pas d'autres analystes qui soient allés jusque-là, mais c'est vrai que c'est indissociable de sa rencontre avec Lacan, hein, et de son analyse. Elle s'est jetée sur le divan le premier jour qu'elle est allée voir Lacan. Elle s'est jetée sur son divan. Avec des lunettes noires. Ouais. Pour se protéger se cacher de l'œil de l'autre. Ouais, ça, c'est très important. Moi, j'ai eu un patient, il m'a parlé le dos tourné pendant X temps. Tellement le regard est dévorant. D'ailleurs, il parle de Lautréamont dans leur livre. Lautréamont, dans les champs de Maldoror, il y a 185 animaux cannibales, enfin cannibaliques, hein, des animaux dévorants, le requin, le crocodile, si vous voulez. Hein. Et c'est très important à repérer dans la clinique de l'autiste. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas leur parler. Hein. Les méthodes Abba et compagnie, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Hein, on colle l'enfant sur les genoux, on plante les yeux dans les yeux, on lui parle, alors qu'il faut se faire un pas de côté. Lacan, il prenait une voix très douce quand il parlait à certains sujets, hein, de côté. Et comme tu parlais justement de l'analyse de Rosine, on voit bien que l'invention de l'acte, hein, si on est un psychanalyste post-freudien de l'IPA, des séances de 3 quarts d'heure, machin, toujours réglé comme du papier à musique, alors qu'il n'y a pas 2 sujets pareils, 2 moments pareils. Donc les séances courtes, ça veut dire quelque chose. Il y a des séances aussi longues aussi. Hein. Et surtout, on voit bien comment Lacan invente l'acte avec Rosine. Hein. Il l'emmène au restaurant, il lui plante. Alors lui, il le force à le regarder en lui disant « Regardez-moi ». Oui, c'est le contraire. Oui, de ce qu'on pourrait faire avec elle, c'était ça. Hein. Et le feu follet, ça donne bien une idée des enfants qui n'arrivent pas à avoir de racines. Hein, ça flotte, hein, ça part. Ils ne sont pas de corps. Hein. Donc, vous voyez, avoir un corps, c'est une aventure.
Hein. Voilà. C'est remarquable, vous allez voir, l'analyse, elle en a parlé dans la revue L'Âne. C'est courageux aussi de parler de son analyse comme ça. À l'époque, ça se faisait certainement encore moins qu'aujourd'hui. Mais c'était... et elle, ça lui semblait important. Elle me dit, j'ai gardé quelque chose de débile, elle dit. Hein. D'ailleurs, Lacan dit, on pense débile, parce qu'on ne sait pas, on est divisé, on ne sait pas quoi, donc on pense débile. Elle dit, j'ai gardé quelque chose de débile, mais l'important, c'est que j'ai rendu ça efficient avec ses patients. Hein. L'éthique, hein, chapeau. Hein. Se frotter à l'autisme, c'est autre chose que se frotter à la débilité. Hein. Ouais. Il dit le débile est un rusé, c'est son mode de défense. Hein. Lacan, il vous tourne les trucs habituels, hein, pour en faire quelque chose, hein, pour ouvrir sur... Moi, je me souviens qu'à Toulouse, nous avons reçu les Lefort plusieurs fois. Très bien. On les avait invités, ils ont vu 2 ou 3 fois, au moins plus. Hein, tu l'as pas, François Terral, le texte des Lefort quand il est venu à Toulouse il y a quelques années? Il faudrait le retrouver, ça. Ils étaient venus tous les deux, chaque fois. C'était en pleine élaboration. Oui. C'est-à-dire qu'ils étaient en train tous les deux, de construire, de théoriser l'expérience clinique qui était la leur. Hein, et c'était étonnant de voir comment ils parlaient de ça en public, comme vraiment ils étaient en train d'inventer la psychanalyse in vivo, dans l'espace, comme ça. C'était absolument extraordinaire. Et le matériel clinique qu'il utilisait, par exemple Robert et elle aussi, de façon extrêmement précise de chaque séance, c'était vraiment reprendre vraiment le matériel de ce qui s'était dit pour vraiment essayer de penser ce qui se passait dans le réel, hein, de la rencontre. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, dans la postface, je vous le dis parce que ça finit, et c'est pour moi, c'était le but de l'affaire. Dans la postface, vous allez voir. Je vous cite Lacan. Hein, il y a des sujets pour qui dire quelques mots, ce n'est pas si facile. On appelle ça autisme. Oui. C'est vite dit. Ce n'est pas du tout forcément ça. C'est simplement des gens pour qui le poids des mots est très sérieux. Et Lacan dit que le sérieux, c'est le sériel. Hein, c'est des choses à mettre en sérieux. Et très sérieux. Et qui ne sont pas facilement disposés à en prendre à leur aise avec les mots. Donc voilà, c'est pour moi Lacan. Il n'a pas tellement parlé de l'autisme, ni de la schizophrénie, ni plutôt plus de la paranoïa. Hein, mais tout ce qu'il dit, ça concerne l'autiste sur cette question de la langue en un mot, hein, la langue dite maternelle. Et il y a le cas de Louis Wolson, qui est vraiment très exemplaire de qu'est-ce que fait le sujet, comme Joyce, pour essayer de circonvenir, d'échapper à la langue. Hein. Alors ils inventent des mots avec plein de mots translinguistiques, machin. Enfin, Louis Wolson, c'est un cas exemplaire. Hein. Voilà. Et Lacan dit d'ailleurs que Joyce, il en a fait voir de dur à la langue anglaise. Parce qu'il y injectait des mots en norvégien, des mots je sais pas quoi. Norvégien, d'ailleurs, une langue qui arrive assez facilement chez les autistes. Je ne sais pas pourquoi. Parce que Wolson, c'était norvégien aussi, mais il y avait aussi l'indonésien, le finnois. Hein, pour échapper, il le dit très bien Wolson, pour échapper à la langue maternelle qu'il appelle natale. La langue natale. Hein. Alors, ce n'est pas pour accuser la mère, c'est comment l'enfant, Lacan le dit très bien, comment l'enfant a entendu, a fait. C'est une rencontre de jouissance entre le son et le sens. Hein. Donc, chacun va réceptionner la langue première qu'il a reçue à sa manière. Alors, il y a des sujets qui, eux, et le drame de l'autisme, c'est qu'ils n'ont pas les mots
pour traduire ce qu'ils ressentent. Et mon patient, M. Nemo, il a dit, le fait d'écrire, hein, il m'a dit, mais quel plaisir je ressens maintenant de pouvoir, de trouver du sens de ces sensations. Il le dit. Je vais pas souffler parce qu'à l'époque, j'avais pas bien perçu tout ça. C'est vraiment lui qui le dit. Hein. Donc, à écouter, on se laisse enseigner, là, se laisser enseigner par la clinique. Hein. J'étais sûr. Hein. Une éthique. Enfin, on a eu la chance d'être français, d'être près de Lacan. Hein. D'ailleurs, Lacan est venu un jour, puis je vous laisse cette anecdote pour vous dire la personnalité de Lacan. Il arrive un jour, moi j'étais interne à Maison-Blanche, l'hôpital psychiatrique de Maison-Blanche, et chaque année, une des analysantes de Lacan l'invitait à venir faire une conférence qui se passait dans le réfectoire de l'internat. Cette année-là, moi je venais d'arriver, j'étais assise bien sagement au réfectoire, j'étais toute seule, parce qu'il y avait une démonstration d'une voiture Matra à l'extérieur, donc tout le monde était dehors à regarder la voiture Matra. Donc Lacan arrive, et à côté de moi est venue s'asseoir une grande autiste, obèse, qui, vous savez, il y a toujours un psychotique qui hante les internats, c'est bien ce logis là. Elle s'est assise à côté de moi, et s'est bien dormir sur ses bras. Donc Lacan, au lieu de venir, il y avait une table en U, au lieu d'aller là où en général on fait des conférences, sur le retour, il est venu s'asseoir en face de nous deux. Alors bon, j'étais pas fière. Il me demande mon nom. Alors j'ai un nom avec beaucoup de S, je bredouille, et il me dit gentiment, vous ne connaissez pas votre nom? Et des années après, j'ai lu dans Lacan que le névrosé est à son nom. Hein? Parce que quand on a un nom propre, alors il y a des noms propres, c'est pour ça que dans la psycho c'est très intéressant, il y a des psychotiques qui prennent leur nom à la lettre. J'ai eu un patient, il s'appelait Monsieur Frappard. Si on écrivait avec 2 P, il se mettait à frapper. Hein, donc il fallait être vigilant à lui en mettre. Hein, donc c'est vrai, il y en a qui incarnent leur nom propre, ils leur donnent une dimension de réel, ça leur sert de peau. Alors c'est vrai qu'à l'hôpital, il y a une clinique formidable. Et c'est vrai que les psychologues, les pauvres, qui n'arrivent pas à trouver des stages cliniques, moi ça me fendait le cœur, parce que c'est là où on apprend les choses. Hein, la clinique en tout cas. Merci. Non, c'est peut-être pas vraiment une question, Françoise. J'ai eu ce plaisir là de lire le livre un peu à l'avant-première de cette rencontre. Et bon, c'est des remerciements d'abord pour un ouvrage lumineux. Bon, le titre, hein, à la lumière de l'enseignement de Lacan, bien sûr, il me donnait envie de parler de lumière aussi. Et moi, j'ai été vraiment éclairé par ce bouquin, à la fois sur l'enseignement de Lacan. C'est incroyable la place que tu parviens à lui donner. Et je parle de l'enseignement, mais on aurait pu parler des inventions de Lacan, parce que finalement, tout s'articule dans ce travail sur l'essentiel, j'ai envie de dire, des inventions de Lacan, beaucoup plus que de la psychanalyse en général, quoi, hein. Enfin, la psychanalyse est une invention. Oui, et donc là, c'est vraiment passionnant de lire ça, et c'est évidemment passionnant de lire le lien et le tissage permanent qui se construit avec la question de l'autisme, sachant que ça n'est pas du tout, excuse-moi de le dire comme ça, j'allais dire, ça n'est pas du tout avec des gros sabots, au contraire, c'est plein de délicatesse. Et je me disais, comme peut-être Lacan, lui aussi nous en a témoigné de cette délicatesse par rapport à l'autisme, puisque finalement il en parle très peu. Tu reprends pas mal de choses de ça, et en même temps c'est l'essentiel qui est dit aussi, en très peu de mots. Enfin, moi j'ai été vraiment très épaté par ce travail magnifique, enfin sur Lacan, sur l'autisme. Ouais. Il faut bien prendre la mesure que nous vivons dans une époque, un temps où il y a antipathie entre la psychanalyse et le discours des neurosciences sur l'autisme.
hein, et que c'est de là que part les emballements, hein, les positions dogmatiques, la férocité de certaines déclarations qui fait qu'on hait les psychanalystes, on en vient à haïr la psychanalyste parce qu'ils s'intéressent à l'autisme. Parce qu'ils osent, ils ont le toupet de vouloir prétendre s'intéresser à l'autisme. Parce que quand même, ce qui s'est passé récemment là, au Sénat, c'est parti de ça. La condamnation, hein, la demande que soit interdit aux praticiens psychologues, hein, qui se réclament de la psychanalyse, qu'on puisse rembourser des soins avec des gens comme ça, c'est une sénatrice qui a eu une expérience personnelle malheureuse, hein, avec un psychologue à propos de l'enfant d'une sœur à elle, hein, autiste, hein, à qui le fameux psychologue a posé des questions sur le désir de la mère, enfin, c'est une chose comme ça, aussi conne que ça, qui fait qu'elle a pété un plomb, hein, elle a trouvé ça inacceptable qu'un psychanalyste puisse dire des choses pareilles, alors que l'autisme, c'est un problème purement neuro. Hein, donc, c'est gravissime. C'est gravissime tout ça, ce qui se passe actuellement, parce qu'on en vient à condamner officiellement, vouloir condamner officiellement la psychanalyse parce qu'elle ose parler de l'autisme. C'est quand même ça. Avoir un mot à dire là-dessus, non, c'est pas possible. Ça, c'est l'affaire de la science, de la neuroscience. On en est là quand même. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment pris là-dedans. Hein, donc, ça a été tout le temps, cette fermeture. De tout temps. Le malade mental, on l'a mis à la campagne. Après, c'est sans arrêt qu'on le met de côté. Alors, s'il y a des gens qui veulent s'en occuper, ils sont fous eux-mêmes, hein, c'est sûr. Hein, voilà. et puis, alors, on a, éthiquement parlant, à tenir bon. Hein. D'ailleurs, Lacan dit que le psychanalyste, il doit tenir bon. Hein. C'est sa place la plus sûre. Hein. Mais c'est pas si simple. Hein. C'est pour ça qu'il faut avoir fait soi-même une analyse pour pouvoir ne pas trop se précipiter dans notre imaginaire, nos préjugés, nos montages. Bonjour, merci beaucoup pour votre... Pardon. Je vais juste apporter un petit témoignage. Je vis avec mon beau-fils qui est autiste, qui a aujourd'hui 22 ans. Je vis en Ariège. Depuis 3 ans, nous montons des projets de rencontres entre les artistes et les autistes, et en particulier par le biais de la danse. Donc, je travaille de la danse. Donc, je travaille avec une collègue qui est chorégraphe, danseuse et psychanalyste, et avec qui nous avons vraiment, nous tissons vraiment un travail formidable avec des effets donc nous travaillons avec mon beau-fils et un autre jeune autiste voisin, avec vraiment des effets formidables. Et petit à petit, aujourd'hui à 22 ans, il commence à parler. Donc nous sommes très contents de ça. Et de tous les faits que ça peut avoir aussi après la sphère sociale, enfin dans le lien social qui peut aussi émerger. Aujourd'hui, nous avons monté des projets et nous avons demandé des financements, parce que forcément, il faut les professionnels. Le projet était intéressant au point que nous avons été validés et refusés en comité éthique, parce qu'elle est psychanalyste. Et que quand vous dites il faut tenir bon, oui, il faut tenir bon aussi. Il me semble, en tout cas de mon point de vue, de défendre que ce sont à la lacanienne on pourrait dire des sujets, ce sont des personnes qui ont aussi quelque chose à dire, peut-être pas de la même façon par le langage, mais il y a des choses à dire et ils ont aussi des choses à dire. Et il me semble que, en tout cas, nous on essaye à notre petite échelle et à notre petit niveau de défendre cela. Mais à contrario, il ne faut pas non plus
considérer que ça n'a rien à voir avec les problèmes du réel, du corps, et en particulier de ce qu'on appelle les neurosciences. Parce que l'erreur, c'est de croire que c'est deux discours qui s'annulent. Hein, parce que il n'y a pas à nier le fait qu'il y a un réel génétique, par exemple, dans l'autisme, qu'il y a un réel lié vraiment à ce qui se passe pendant la grossesse, dans le réel du corps de la mère. Tout ça, il n'y a pas à psychologiser la question. Le drame, c'est que certains psychanalystes psychologisent la question du réel de l'autisme, alors qu'il n'y a pas du tout à renier le fait que le corps, c'est du réel aussi. La grande sagesse de Lacan, c'est de dire « gardez-vous de comprendre ». Hein, il est parti en guerre contre le sens. On essaye de mettre du sens. Alors, effectivement, pour ces sujets dont on parle, il faut arriver au sens. On parle du réel, il faut y mettre un peu de sens. Mais habituellement, dans une analyse, on commence à chercher du sens, à comprendre, on se casse la tête pendant des années. Et en fait, pour arriver à quelque chose tombe. Hein. Et donc, très fréquemment, Lacan a parlé du bateau du sens, du bateau sexuel de la psychanalyse, le bateau du sens sexuel dans la psychanalyse. Donc, bon, je vous dis ça parce que c'est très fatigant d'essayer de comprendre pour un sujet qu'on a en face de soi, hein, pour trouver une réponse. Le savoir, il est dans le sujet. Alors, si on arrive, c'est pour ça qu'il faut avoir été analysé, parce que sinon, on a du mal, hein, on a envie de projeter un peu ce qu'on croit comprendre, ce qu'on voudrait aider, on voudrait guérir, on voudrait, etc. Mais le sujet qu'on a en face de nous, il n'est peut-être pas du tout au même niveau, même machin. Donc, il faut le suivre à la lettre. Donc, un comportement, c'est une lettre. Voilà, hic et nunc, voilà. Donc, voilà. Donc, ce gardez-vous de comprendre, moi, je trouve que c'était très salutaire. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on fait la bûche et puis on dort. Non. C'est qu'on se laisse entraîner par là où le sujet vous amène, même sans le savoir. Hein. Ça prend du temps. Hein. Voilà. Hein. Mais c'est très enseignant. C'est une clinique, je dirais, passionnante. C'est vrai. En tout cas, chez les adultes, puisque peut-être, mais chez les enfants aussi. J'ai longtemps travaillé en CMPP. Hein. Les problèmes dits psychosomatiques. Hein. Très étrange. Hein. Là, la question du corps, elle y est. Hein. Le réel du corps. Enfin, vous voyez, c'est très riche. Donc, le discours dominant, il est très important actuellement, hein, sur l'autisme. C'est une espèce d'épidémie sur la domination d'autisme, à tel point d'ailleurs, le livre de Edith Fischer, celle qui a parlé des enfants d'Asperger, hein, qui a donc découvert, parce que c'est une découverte récente, elle a 60 pages de biographie de référence, elle a été en Autriche, elle s'est fait ouvrir les archives, enfin, un travail considérable, hein, c'est une historienne de formation qui a un enfant autiste, et qui, la première, elle a attendu 2018, c'est la première à s'être dit, mais qui était le professeur Asperger? Personne ne s'est posé la question. Hein, alors qu'il n'était pas connu. Ses travaux sont ressortis avec une psychiatre anglaise, Lorna Wing, et à partir de là, on a appelé le syndrome d'Asperger. Mais le livre d'Edith Fischer a fait un tel choc aux États-Unis qu'ils ont débaptisé le syndrome d'Asperger. Hein. En France, on n'a pas du tout là-dessus. Hein. Pourquoi? Parce que ça dédouane les parents. Pourquoi dédouaner? C'est pas un bon terme, mais ça dit quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas pour les culpabiliser les parents, mais il ne faut pas non plus les déresponsabiliser. Lacan, il dit bien que responsable, il y a le mot réponse. Hein. Donc, il y a une réponse normale, logique. Dans une famille, il y a plein de choses qui circulent sur plusieurs générations, des secrets de famille, des traumatismes. Pourquoi pas? C'est la vie est faite de ça.
Mais qu'est-ce qui s'est dit autour de ça? C'est une autre affaire. Alors maintenant, les parents sont contents. S'ils ont un enfant hyperactif, il est sûrement surdoué. Hein, chic alors, il est Asperger. Hein, mais le pauvre gamin, hein, on ne lui demande pas son mot à dire. Hein, c'est sûr. Hein, et voilà, donc maintenant, il y a beaucoup d'autistes. On dit qu'il y en a beaucoup. Ben, c'est parce qu'ils ont mis un nom sur un... C'est pour ça que j'ai fini en disant... Hein, c'est quoi ça, hein? L'autisme. Hein, c'est Doliprane. Ah, mais je vous assure, il faut que vous disiez le chapitre qui concerne les neurosciences. Moi, je me suis amusée parce qu'il y a des discours, mais absconses, qui mélangent aussi prétendument Freud et les neurosciences. Maintenant, il y a des méthodes où on pourrait prédire la pensée de l'autre. C'est pas nazi, ça? Je sais pas, ou un truc comme ça. Hein, et on peut aussi se mettre en miroir. Ça, c'était les neurones miroirs. Je peux vous assurer que c'est quelque chose. Hein. Hein, ils ont trouvé ça dans le préfrontal. Hein. Moi, je suis neuropsychiatre. J'ai passé mon internat uniquement sur l'anatomie et la physiologie du système neurocentral. On devait le savoir par cœur. Donc, quand j'ai appris ça, moi, il y a des années, c'était pas possible. C'était pas possible, ce truc-là. Mais j'ai appris par cœur parce qu'il y avait un principe de réalité. Je voulais l'internat. 5 ans après, les aires cérébrales tombaient. Et elles reviennent avec l'imagerie cérébrale. Hein. C'est pour vous dire, vous voyez, avec les neurosciences, c'est... Et alors, on est passé du chromosome, X, Y, machin. On est passé après au gène, hein, au génome, au génotype. Enfin, vous voyez, chaque fois un truc. Alors, au début, ils ont bien reconnu que la schizophrénie, on n'avait pas trouvé le gène. Mais alors, l'autisme, c'est sûr que c'est un problème cérébral. Hein. Alors, il y a des choses, vous allez vous amuser, hein, parce que c'est absconce. Hein. Donc, il y a ça, je règle mes comptes avec... C'est pour ça que je me suis souvenu, j'avais oublié que j'étais neuropsychiatre. Mais vraiment. Hein. Et je m'en suis souvenu parce que quelqu'un a dit, qu'est-ce que c'est que cette petite psychologue de mes deux, là, qui se permet de critiquer les grands professeurs de neurosciences. Alors, la psychologue de mes deux, elle a ressorti son titre hein, pour faire un peu contrepoids. Donc, voilà. Bon. Vous allez vous amuser parce que c'est facile à lire, mais ça vous donne l'idée que les discours, ils peuvent dériver, qu'ils soient biologiques, scientifiques, sociologiques, machin. Et tout ça parce qu'un coup c'est organique, un coup c'est psychique, ça aussi, hein, selon lui. Oui? C'est l'heure? Oui, bon. On a 10 minutes encore. 10 minutes. Alors, une petite question avant de partir? N'hésitez pas, hein, vous pouvez me parler si ça vous soulève des questions. En tout cas, en France, il manque de structures pour accueillir ces sujets qui sont, quand ils sont petits, etc. Hein. Dans le temps, on les mettait à l'asile psychiatrique dès l'enfance. Moi, j'ai retrouvé des adultes qui étaient rentrés à 6 ans à Pierre-et-Vaucluse. C'était l'hôpital pour les enfants, psychiatrique pour les enfants. Des hôpitaux où il y avait... Je travaillais à Clermont-de-Loise, il y avait 1200 lits, avec des pavillons de 30 lits. 40 lits. Et puis rien, c'était inhumain. Hein. Un lit, pas une table de nuit, pas une chaise, alignée comme ça 15 en face l'un des autres. Hein. Et il n'y avait même pas de dossier. Ben, j'assure qu'on a... Ça pouvait ressembler à des miracles. Dès qu'on s'occupait d'aller à la recherche des familles, de les écouter, etc., on avait des résultats vraiment assez étonnants. Qu'est-ce qui t'a poussé à conclure sur le fait que c'était une structure? Ah, mais j'ai pas compris que c'était une structure. J'ai même dit que c'est des gens qui ont mis les mots. Ah oui. J'ai pas conclu que c'est une structure. C'est vrai que tu as parlé que à un moment donné, les Lefort ont parlé du 4e structure, ce qui a déclenché d'ailleurs
des oppositions certaines, et ils ont un peu laissé tomber cette affaire. Hein. Donc, c'est pas grave, c'est 1 degré, c'est une rencontre qui s'est faite ou pas avec la langue, le traumatisme. Et même, c'est une chose que m'a dit Colette Solaire il y a quelques jours, et je trouve que c'était le maillon qui me manquait. Hein. Elle a dit, dans l'autisme, il n'y a pas eu le traumatisme de la langue maternelle. Ça a manqué pour vider la jouissance. Hein. Alors que dans la schizophrénie, c'est une fragmentation qui fait que le sujet est même divisé dans son corps, dans sa langue, dans tout ça. Hein. Et voilà l'hypothèse de Colette, mais je trouve qu'elle est très judicieuse. Hein. Il n'y a pas eu le traumatisme de la langue maternelle qui est nécessaire, parce qu'à la fois c'est traumatique, mais c'est un traumatisme nécessaire, hein, pour vider la jouissance bénéfique, oui, pour vider la jouissance du trop de corps à corps. Et on voit bien que certains sujets, ils viennent essayer de violer leur mère, de rentrer dans le corps de leur mère ou de la personne qui s'en occupe. Hein. Il y a une violence qui est d'essayer d'arracher quelque chose au corps de l'autre. Hein. C'est pour ça que l'analyse de la petite Marie-Françoise, elle le dit bien, cette quête de l'objet. Quand on n'a pas, la petite autiste Marie-Françoise, elle avait les mains en griffe devant un objet qu'elle voulait attraper, mais comme il n'y a pas d'objet, pas d'autre, pas d'objet, pas de demande, pas de prise. Alors, c'est très riche cette clinique qui dit ce que c'est que la pulsion quand elle manque. Hein. Et la destruction, c'est pas de la pulsion. Hein. La destruction, c'est pas de la pulsion. Hein. C'est éliminer le double. Parce que Freud le disait très bien, aimer son prochain comme soi-même, c'est une ineptie. Pourquoi ? Parce que ce qui nous est le plus proche, c'est la jouissance maligne qui est en nous. On voit bien qu'elle ressort, hein, la jouissance maligne, hein, tout le temps, hein, tout le temps. Et c'est pour ça que le double chez l'autiste, ça lui fait une peur bleue. À la fois, elle a besoin comme prothèse de représentation de corps, mais à la fois, il ne faut pas que ça s'approche de trop près. Hein. Et il faut lire le livre d'une autiste australienne qui s'appelle Donna Williams. Elle le dit très très bien. Et quand l'autre s'approche, c'est comme si elle allait tomber dans un puits, dans un gouffre. Pas dans un puits, dans un gouffre. Elle dit bien, je parle du gouffre. Hein. Donc voilà, il faut lire les écrits d'autistes, même s'ils ont écrit à travers, avec l'aide de quelqu'un, comme T'appelles Grandin, tout ça, c'est très riche. Hein. T'appelles Grandin disait que les paroles de l'autre, c'était comme un train de marchandises lancé à toute allure. L'effet que ça lui faisait. Alors, et quand il se bouche les oreilles, alors ça, c'est une chose incroyable, que j'ai repéré aussi en travaillant. On dit ils se bouchent les oreilles parce qu'ils ne veulent pas que les paroles fassent intrusion. Mais ils se bouchent aussi les oreilles pour pas que les mots sortent de leur tête, parce que c'est leur seule consistance réelle, les mots. Ça donne pas sens, c'est des mots qui donnent pas sens, les mots c'est du réel. Alors, il faut pas qu'ils sortent. Hein. Et ça, c'est la clinique qui le dit. Hein. Vous dites, donc, si on raisonne avec nos habitudes et nos préjugés, on peut passer à côté de ce qui leur arrive, vraiment. Voilà, il faut les écouter à leur manière. Voilà. Pas oublier de se forcer à poser des questions. En tout cas, merci de votre accueil. Merci Michel. Ah, je peux raconter quand même quelque chose. Je vous raconte une petite anecdote authentique. Mon livre est sorti lors du salon du livre de l'école. Il est sorti le 26 septembre. 2 jours après, Sidi, qui m'avait accompagné dans la fabrication du livre, il me dit « Françoise, une catastrophe. Ton livre, il y a une coquille monstre dans ton livre. » que personne n'avait vu, et le bon attiré a été signé. Eh bien, devinez, c'est là que mon compagnonnage avec Michel est très fort. Sur la tranche, vous voyez, le livre il est très fin. Hein,
Alors, sur la tranche du livre, il n'y avait pas mon titre, il y avait un titre de Michel. Et pas n'importe lequel. Psychanalyser le pas comme tout le monde. Alors, mon livre a commencé sa carrière au pilon. Comme dit Lacan, le ratage de départ est toujours de bon augure. Alors, je vous remercie. Il s'agissait d'une rencontre avec Françoise Josselin autour de la parution de son ouvrage « L'énigme de l'autisme à la lumière de l'enseignement de Lacan », édition nouvelle du Champ lacanien, à la librairie Ombre Blanche, vendredi 16 janvier 2026, réalisée et mise en onde par Radio Radio, avec Radio Radio Plus et Radio Terre.